Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 26 avril 2023. Nous prendrons des nouvelles du chantier du Barreau Est sur le territoire de Grand Lac. Cet aqueduc souterrain aura pour objectif de mieux répartir et distribuer l'eau potable dans certaines communes situées au pied du Revard notamment. Et puis RTE a présenté son bilan régional pour l'année 2022. Côté chiffres, la région Aura a produit l'an dernier 23% de la production nationale. La consommation brute régionale, elle, a diminué de 1,5%. Les précisions à suivre dans ce journal. Mais avant, on revient sur l'épisode de pollution au perfluoré qui secoue le secteur de Rumilly depuis plusieurs mois. Des analyses ont démontré que 2 nappes phréatiques étaient intoxiquées au PFAS, un polluant éternel. Pour l'instant, les causes de cette pollution n'ont pas encore été identifiées clairement. Une étude a été lancée auprès du Bureau de recherche minière et géologique. L'eau potable se faisant plus rare, la collectivité a pris plusieurs mesures pour endiguer le phénomène et protéger la population. Christian Hézon, maire de Rumilly et président de la communauté de communes Rumilly-Terre de Savoie, a répondu ce mercredi après-midi aux questions de Manon Toiti. Il fallait bien pouvoir, comme on a neutralisé les 2 nappes phréatiques, trouver de l'eau ailleurs et de bonne qualité. Donc, nous avons eu une chance remarquable et on salue encore nos voisins de Grand Annecy qui, par l'intermédiaire d'un captage qu'on a déjà en commun et qui nous a permis jusqu'à présent, effectivement, sur la période hivernale, de pouvoir couvrir ce manque d'eau. La mise en place d'une station temporaire de traitement, puisque aujourd'hui on appelle du traitement des PFAS, mais en fait il n'y en a pas de traitement. Ce sont des polluants éternels. Donc en tout cas, on va essayer de capter à l'intérieur de charbon actif ces PFAS pour qu'on puisse continuer ou reprendre à utiliser ces nappes souterraines. Donc ça va consister à mettre en place 2 grandes bonbonnes de 25 mètres cubes chacune, de faire passer notre eau polluée à l'intérieur de ces bonbonnes remplies de charbon actif, de capturer le maximum de PFAS pour reprendre l'utilisation de ces nappes phréatiques, puisque l'été prochain, on sera tous confrontés, on le sait déjà, malgré l'eau qui tombe un petit peu aujourd'hui et en ce moment, à des problèmes de sécheresse, et rajouter à cela des problèmes de pollution vont nous mettre dans une situation extrêmement compliquée et difficile. Donc nous serons au rendez-vous dans l'été, à mi-été, au mois d'août ou début septembre, en tout cas, pour ce traitement temporaire de 3 ans, avant de trouver une solution effectivement plus pérenne et définitive pour les années à venir. Et j'ajoute qu'une dernière mesure a été adoptée lundi soir. Plus aucun permis de construire ne sera délivré entre le 1er mai et le 31 décembre 2023 sur 13 des 17 communes de la collectivité. Les élus ont ainsi estimé qu'ils n'accueilleront pas de nouveaux habitants sans avoir trouvé une solution pérenne pour la répartition de l'eau. Je vous lisais en titre, le chantier Barreau Est de l'agglomération Grand Lac entre dans une nouvelle phase. La construction de cet aqueduc souterrain doit permettre d'acheminer l'eau du lac du Bourget vers les communes situées au pied du Revard, de quoi éviter l'assèchement des sources utilisées actuellement. Ce mercredi matin a commencé le défrichement de la zone de travaux. Reportage signé Agathe Crinchamp. Les machines se sont enfin installées dans la forêt de Corsuet. Le chantier de l'aqueduc souterrain, qui doit mieux répartir les ressources en eau de l'agglomération, s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Première étape avant les travaux, préparer l'espace dans la forêt avec le déblaiement des sous-bois. Une parcelle d'environ 5000 m². Alors actuellement, nous sommes en train de nettoyer le sous-bois qui est rempli de buis morts, de ronces et d'arbres en tout genre par terre pour permettre aux autres intervenants du lieu de pouvoir faire leur travail plus facilement, plus convenablement. Voilà. Géomètres, experts et agents de l'ONF et de Grand Lac qui pourront venir sur le terrain. C'est sur ce point bleu que se trouvera l'épicentre de l'ouvrage. Un projet lancé il y a 3 ans déjà et qui prévoit la construction de 7 km de tuyaux autour du site du réservoir actuel. Un chantier situé sur un terrain particulier. On a 7 km de réseau à tirer avec des contraintes particulières puisque nous avons un franchissement ne serait-ce que du Syros. Nous avons aussi un franchissement de la voie ferrée où là aussi ça complique un peu la situation et c'est vrai qu'on y va doucement. Il faut pratiquement 2 ans pour qu'on fasse simplement une traversée de voie SNCF. Au total, 2 nouveaux réservoirs de 2000 m3 chacun seront construits. Ils contiendront l'eau pompée dans le lac du Bourget quelques kilomètres en contrebas.
Une eau qui sera traitée à l'usine de Mémar avant d'être transportée jusqu'aux communes situées au pied du Revard. L'idée, c'est vraiment de partager l'eau par le biais de l'agglomération, puisque c'est un chantier 100% Grand Lac. On peut dire que c'est en montant financier le plus gros chantier de Grand Lac sur ce mandat. L'ouvrage d'un montant global de 14 millions d'euros devrait être achevé d'ici 2 ans. Alors que la saison hivernale se termine dans de nombreuses stations, certaines jouent les prolongations, à l'image de Val Thorens en Savoie. Le plus haut domaine skiable d'Europe profite en effet d'un enneigement exceptionnel, ce qui lui permet de rester ouvert jusqu'au 8 mai prochain. Durant ces vacances de Pâques, le taux de remplissage des hébergements de la station s'élève à près de 60%. Je vous propose d'écouter à ce sujet Vincent Lalanne, le directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. Il répond aux questions de Lucas Ruche. 3 semaines et j'allais probablement jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à début mai, on a des vraies conditions hivernales. On a 15 à 20 cm de neige à peu près tous les 2 jours. Et il a neigé avec des conditions fabuleuses. Vous voyez les gens qui vont aller skier cet après-midi, ils vont vraiment se régaler puisqu'ils auront à peu près 25 cm de poudreuse. Et on aura ces conditions quasiment toute la fin de saison. Il y a toujours eu des conditions de neige exceptionnelles au printemps à Val Thorens. Les vrais connaisseurs de ski vous diront d'ailleurs que le meilleur du ski en général, on le fait justement au printemps et on le fait au mois d'avril. Puisque comme vous le voyez derrière, les conditions sont superbes, mais elles ont toujours été bonnes en avril. En fait, en réalité, on ferme la plupart du temps début mai, mais on pourrait largement continuer à laisser les pistes ouvertes jusqu'en juin, puisqu'on a souvent de la neige sur les hauteurs sans aucun souci. Donc on fait une saison effectivement qui est une saison qui est exceptionnelle, mais qui n'est pas exceptionnelle ni en termes d'enneigement, ni en termes de fréquentation. On est dans les chiffres normaux, mais on sera quand même en progression par rapport à une année dernière qui était elle-même exceptionnelle. RTE, le réseau de transport d'électricité, a présenté son bilan de l'année 2022 à Chambéry. Ce mercredi matin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a produit 23% de la production nationale, c'est ce qu'il faut retenir. En réponse au plan sobriété énergétique décidé à l'échelle nationale, la consommation brute d'électricité régionale a diminué de 1,5%. Cette baisse est en partie due aux efforts fournis par les citoyens, les entreprises et les collectivités, mais aussi grâce à une météo très douce en hiver. Reportage de Manon Toiti. Remplacer ses ampoules par des LED, baisser le chauffage ou encore débrancher ses appareils électroménagers, ces petits gestes semblent avoir porté leurs fruits. Cet hiver, malgré de grosses tensions sur le réseau électrique français, aucune coupure de courant n'a été observée. Les baisses des citoyens, des secteurs tertiaires, des collectivités et des industriels a représenté 9% de manière structurelle sur l'hiver. Et il y a eu 3% supplémentaires qui étaient liés aux impacts météo. C'est avec cette baisse significative de la consommation d'électricité et en comptant sur le soutien de nos voisins, la Suisse et l'Italie, que le réseau est resté à l'équilibre. Sans cela, RTE estime qu'il y aurait eu 12 journées sous très haute tension. Sans cette sobriété de 9%, on aurait eu 12 journées difficiles à passer. On aurait envoyé un signal éco-watt rouge. Et grâce à cette mobilisation de tous et aux capacités d'import du pays, on a pu passer cet hiver sans signal éco-watt rouge. Le réseau de transport d'électricité mise aussi sur une augmentation massive des énergies renouvelables et notamment celle du parc solaire qui devrait tripler d'ici 2030. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle s'est donné des objectifs de passer à 2500 MW d'éolien d'ici 2030 et à 6500 MW de parcs solaires d'ici 2030. Donc vous voyez que l'enjeu du solaire est important sur la plaque Auvergne-Rhône-Alpes. RTE espère pouvoir réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre en accompagnant la décarbonation des entreprises et des collectivités, avec comme objectif final la neutralité carbone en 2050. Et alors que la hausse des coûts de l'énergie n'a épargné personne, le gouvernement a mis en place un système de chèque énergie pour l'année 2023. Cette mesure, qui concerne 5,6 millions de foyers en France, se matérialise sous la forme d'un chèque énergie dont le montant varie entre 48 et 277 € selon les revenus. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les chèques seront envoyés aux quelques 597 000 ménages concernés d'ici le 26 mai prochain. Ce dispositif permet notamment de régler les factures d'électricité, de gaz ou encore de chauffage. La Foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc est de retour dès ce samedi 29 avril pour sa 86e édition et ce jusqu'au lundi 8 mai prochain. Près de 500 exposants viendront présenter leurs nouveautés aux quelques 100 000 visiteurs attendus. Cette année, la thématique choisie est le Sud-Ouest. On écoute Claire Collès, responsable commerciale de Rochexpo. Ses propos sont recueillis par Lucas Ruche.
Alors on va avoir de retour traditionnellement la nocturne, le vendredi 5 mai, qui en général aussi attire beaucoup de monde. Des concerts avec des festivals comme le Bluegrass, comme Zicanville, comme Montjoux. DJ Matafon qui revient, qui avait séduit beaucoup de visiteurs l'année dernière. Voilà, des animations diverses pendant les 5 jours avec des bandas aussi pour représenter le Sud-Ouest. Et on a de nouveaux pôles d'animation, donc le village des sports qui est animé par le comité départemental olympique du département. On a la place des héros donc, qui va accueillir les gendarmes, les pompiers et la Croix-Rouge pour expliquer un petit peu tout ce qu'ils font, leurs spécialités. Ils vont aussi accueillir des scolaires toute la semaine. Et puis on a aussi la Fédération départementale de la chasse et de la pêche qui vont recréer comme un petit muséum au sein du hall S pour expliquer aussi leur rôle au sein de l'environnement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide précieuse. Tout de suite, des nouvelles du temps avec notre monsieur météo Thierry Paulme. Juste après, vous en avez désormais l'habitude, l'aparté de la rédac avec ce soir une rediffusion de l'émission sur les menus services. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à jeudi 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.